1, 2, tout le monde m'entend? Super. Alors moi, je suis développeur intégrateur dans la vraie vie, mais à mes heures perdues, je suis bidouilleur. Je suis d'ailleurs dans une association qui s'appelle Échelle Inconnue, qui a un petit hackerspace qui s'appelle Ventre Mou. Alors, les FPGA, je m'y suis intéressé parce que, comme je suis bidouilleur, je me suis intéressé donc aux Raspberry Pi, aux Arduino, et à force, j'ai vu le nom FPGA apparaître, sauf que, en regardant rapidement, j'ai jamais trop compris à quoi ça servait, comment ça fonctionnait. Donc du coup, je m'y suis mis à fond, et puis voilà à peu près donc 1 an d'études du sujet. Donc j'ai commencé déjà par faire un petit rappel sur les CPU, parce qu'aujourd'hui tout le monde en fait programme sur des CPU principalement. Je vais présenter pourquoi en fait, quels sont les problèmes des CPU. Ensuite, je vais expliquer ce qu'est un FPGA, comment ça se programme. Je vais même faire un petit exemple, donc, pour détailler comment le code se construit, comment ça se débug, et après, vous donner quelques pistes pour continuer ou savoir un petit peu ce qu'on fait avec les FPGA. Alors, en 1944, IBM et l'université d'Harvard ont conçu l'Harvard Mark I. Donc c'est un gros ordinateur de 15 mètres de long qui était électromécanique et qui, quand vous allez de gauche à droite, est constitué de la RAM, d'une unité de traitement, ce qu'aujourd'hui on appellerait une ALU, d'une unité de contrôle qui va piloter l'unité de traitement et qui va en fait lire les instructions. Et les entrées-sorties en fait sont reliées directement à l'unité de traitement. Et l'unité de traitement, c'est la seule qui peut accéder à la mémoire de données. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'architecture Harvard, où en fait vraiment le gros point à retenir, c'est qu'on va séparer la mémoire des données. La mémoire d'instruction, pardon, des données. L'unité de contrôle fait que piloter l'unité de traitement, et l'unité de traitement va servir à échanger des données avec les entrées-sorties. Sauf que, bon, ça c'est pas top pour programmer. Et en 1949, pour la sortie de l'ordinateur EDVAC, von Neumann a mis au point une architecture qui, là, va regrouper la mémoire d'instruction et la mémoire de données. Donc du coup, on peut faire du code automodifiable, ce qui est une hérésie aujourd'hui. Comme on s'est vite aperçu que l'unité de traitement faisait souvent passe-plat entre les entrées-sorties et la mémoire, on s'est mis à rajouter une unité de traitement, de gestion des entrées-sorties, ce qu'on appelle aujourd'hui des DMA. Malheureusement, là on voit qu'il y a beaucoup de monde qui se presse sur la mémoire. Donc du coup, on a rajouté des memory cache. Et on a même retrouvé un semblant d'architecture Harvard sur la partie unité de contrôle et unité de traitement. Le problème de ça, c'est que vous pouvez rajouter ce que vous voulez, des instructions SIMD, du vectoriel, passer à 128 bits, 256 bits, etc. En fait, vous faites toujours qu'accélérer une 2 chevaux, puisque le gros goulot d'étranglement, il est sur le bus de données. Autre point qui fait qu'on stagne, en fait, grosso modo, sur la puissance de calcul aujourd'hui, c'est qu'on atteint plein de limites. En 2005, on avait déjà atteint une limite au niveau des fréquences, c'est-à-dire que plus on veut monter, plus on doit consommer d'énergie pour refroidir, donc à un moment donné, c'est plus tenable. Et à partir de 2005, en fait, on a toutes les fréquences de processeurs qui stagnent complètement. Et c'est aussi la période à laquelle on a vu apparaître les double cœurs, les quadricœurs, etc. Mais en ce moment, on est aussi en train d'atteindre une autre limite, qui est en fait à la fin de la loi de Moore. La loi de Moore qui dit que, grosso modo, tous les 2 ans, on va pouvoir doubler le nombre de transistors sur un circuit intégré. Donc ça, c'est une loi qui avait été édictée, une loi empirique qui avait été édictée par Gordon Moore, qui est cofondateur d'Intel, et qui avait été assez visionnaire, puisque c'est une loi donc, qui est exponentielle, chaque fois, vous voyez, on multiplie par 10, et qui a quand même tenu jusqu'en 2017. Aujourd'hui, le circuit intégré qui contient le plus de transistors, c'est un FPGA. Il en contient 50 milliards à peu près. On est vraiment sur une limite. Le problème de ça, c'est que comment on fait pour aller plus vite, pour faire plus de traitements? En fait, on est passé sur des architectures hybrides. Donc déjà, maintenant, dans quasiment tous les ordinateurs, vous avez des GPU pour prendre en charge justement des traitements pour lesquels le CPU est absolument inefficace. Et c'est aussi pour ça que Intel, donc qui est à la base de la loi de Moore,
a racheté en 2015 Altera, qui était le numéro 2 des FPGA. Ils les ont quand même rachetés pour 16 milliards de dollars. Alors déjà, c'est quoi un FPGA? Donc, si vous prenez la définition, FPGA, c'est Field Programmable Gate Array, ou en français, réseau de portes logiques programmables in situ. Bon. Ça ne dit pas grand-chose d'autre, donc on va plutôt prendre une analogie. Normalement, au collège, vous avez tous plus ou moins fait des circuits électroniques, en théorie. Oui, non? Donc, vous avez une pile, un interrupteur, un condensateur, des résistances, des LED et de transistors. Et bien avec ça, si vous les reliez comme ça, vous allez pouvoir faire un retardateur. En gros, donc le but n'est pas de comprendre le schéma, mais quand vous appuyez sur le bouton, le condensateur va se charger, et quand vous relâchez, en fait, c'est le condensateur qui va alimenter la LED, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'énergie dans le condensateur. On peut aussi faire un capteur de température, on peut aussi faire un capteur de lumière, on peut aussi faire une LED clignotante. Là, je pense que vous avez saisi le principe. Et bien, le FPGA, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est le circuit qui va définir le fonctionnement, enfin le câblage qui va définir le fonctionnement. Les composants n'ont pas bougé, et en plus, on ne les a pas tous utilisés. On est vraiment dans le principe d'un FPGA. Avec, donc, petite particularité du FPGA, c'est que vous avez 3 éléments constitutifs. Donc vous allez avoir des éléments logiques. Alors ça peut être des portes et ou. En FPGA, on va appeler ça des ALM ou des CLB. De la mémoire, avec un accès très rapide, et des DSP, donc qui sont des circuits qui vous permettent de faire des calculs très rapidement. Un réseau de pistes, donc qui est complètement ouvert, et une mémoire de configuration qui va justement fermer ou ouvrir les différentes portes sur ce réseau. Alors ça reste un circuit intégré, c'est-à-dire que le réseau de pistes il est figé, c'est juste la configuration qui va changer. Alors, moi je me suis amusé sur ce petit circuit, c'est le DE0 Nano SoC. Alors c'est très très proche d'un Raspberry Pi pour ceux qui ont déjà pratiqué. Grosso modo, vous avez quelques ports USB, plein de broches qui sont disponibles, et vous avez un port Ethernet. Mais vous n'avez pas du tout de carte graphique ou de carte sonore, rien du tout. Dedans, on va retrouver en fait un circuit qui est en 2 parties. Vous avez un processeur ARM, le même qu'il y a dans tous vos téléphones, et vous avez une partie FPGA, donc on va retrouver sur le DE0 Nano, vous avez à peu près 16 000 éléments logiques, 330 kHz de RAM et 50 MHz. Donc là, normalement, si vous avez l'habitude de manipuler un petit peu ces quantités-là, pour vous, c'est pas énorme, quoi, 330 kHz ou 50 MHz. Mais il faut savoir que vous avez sur ces circuits-là ce qu'on appelle des PLL. Et le PLL, ça va vous permettre de passer de 50 MHz à quasiment n'importe quelle fréquence, que ce soit en plus ou en moins. Donc vous allez pouvoir passer de 25 à 100 ou à 200 MHz et choisir vraiment une fréquence complètement précise. Vous avez aussi une grosse différence, c'est que votre ARM, celui qui est en fait sur le FPGA, là, il a 2 cœurs. Donc ça veut dire que physiquement, il est capable de faire 2 traitements en parallèle. Alors que votre FPGA, comme vous allez pouvoir le reconfigurer à la volée comme vous voulez, vous allez pouvoir créer des petites unités de traitement autant que vous avez finalement de cellules de libre. Donc ça vous permet en fait d'avoir une architecture qui va être massivement parallèle et complètement dédiée à une tâche. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des pipelines. Alors des pipelines, vous en avez tous dans vos microprocesseurs, sauf qu'eux, ils sont figés. Ils sont figés pour l'exécution du processeur. Vous ne pouvez pas leur dire de faire autre chose. Bien, avec le FPGA, vous allez pouvoir faire vraiment votre ligne de construction. Admettons qu'il y en a un qui fasse un coup de marteau, l'autre qui fasse un coup de serrage de boulon, etc. Quand le premier a donné son coup de marteau, il passe au suivant, et il peut tout de suite en prendre un autre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tuiler vos tâches. Bon, là on est resté un petit peu vague, en plus on peut se demander comment ça se programme.
Alors là, c'est le côté un petit peu embêtant par rapport à tout ce qu'on a l'habitude de connaître, où la plupart des technos existent en open source. Là, vous êtes dans un monde qui est assez propriétaire, donc chaque fabricant va avoir ses propres outils, et en plus, ils vont être indispensables pour la génération de ce qu'on appelle l'image bitstream, donc la configuration du FPGA. Alors, on a l'avantage que pour ces petites cartes-là, ils sont gratuits, mais ce n'est pas satisfaisant du point de vue open source. Il y a 3 façons de programmer un FPGA. Soit on va dessiner carrément tout un schéma avec des portes logiques ou avec des composants électroniques qu'on va relier entre eux. Soit on va utiliser un langage de description de matériel qu'on appelle un HDL, le plus connu étant Verilog. Et donc ça ressemble plus ou moins à du code C. Soit on va utiliser OpenCL, donc pour ceux qui étaient à la conférence sur les GPGPU, c'est aussi une technologie qui est disponible sur les GPU. Alors, l'autre grosse particularité, c'est que pour ceux qui n'aiment pas faire des tests unitaires, vous allez être très mal, parce que la phase d'analyse et de synthèse, c'est une phase qui peut prendre très très longtemps. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme puissance de calcul derrière. Plus vous allez complexifier votre circuit, plus ça va mettre des heures. Donc ça peut aller de quelques minutes à plusieurs heures. Moi, pour l'instant, mes projets sont de l'ordre de 25 minutes de compilation sur un i7. Donc vous êtes obligé de passer par une phase de simulation et de débogage intense avant vraiment de vous lancer sur la programmation. Alors je vais prendre un petit exemple. Simple VGA, comme je vous disais tout à l'heure, lui, il n'y a pas de carte vidéo, il n'y a pas de chipset vidéo du tout, mais on va pouvoir générer un affichage en 800-600 à 72 Hz. Alors pourquoi 800-600 à 72 Hz? Parce que ça correspond pile poil en fait, à une fréquence de 50 MHz. Voilà. Mais par exemple, si on veut générer de l'HDMI, donc si vous êtes en Full HD à 60 images secondes, vous êtes à 148,5 MHz. Bah, le FPGA, ça ne lui pose pas de problème. Vous pouvez vraiment le configurer à cette vitesse-là. Alors une prise VGA, vous avez besoin de 6 broches, donc vous avez besoin de la masse. Vous avez besoin des 3 broches pour le rouge, le vert, le bleu. Et vous avez besoin de 2 broches pour la synchronisation horizontale et la synchronisation verticale. Ces broches, on va les relier directement aux broches de l'Arduino, du FPGA, avec juste quelques petites résistances pour adapter les tensions. Alors, je vous ai parlé de synchro verticale et synchro horizontale. En fait, tous les signaux vidéo que vous avez aujourd'hui sont hérités des signaux vidéo de vos parents ou de vos grands-parents avec leur tube cathodique. Donc il faut imaginer un tube cathodique, vous avez un faisceau d'électrons qui est envoyé, et le faisceau, il va aller de gauche à droite. Quand il arrive en fin d'écran, il revient, il repart, il revient, il repart, et quand il arrive en bas, hop, il remonte. Donc quand il arrive en fin, il y a une synchro horizontale qui lui dit de revenir au début, et quand il arrive en bas, il y en a une qui lui dit de remonter, tout simplement. Ce qu'on appelle les paliers avant et les paliers arrière, en fait, comme les écrans cathodiques n'étaient pas carrés, on prenait seulement une portion d'écran pour être sûr d'avoir toute l'image. Même ça, aujourd'hui, même sur vos écrans, sur vos vidéoprojecteurs, il y a toujours ces paliers avant et arrière. Plus schématiquement, l'image du point de vue du FPGA va ressembler à ça. C'est-à-dire qu'on va avoir toute une zone visible avec notre damier, et après on va avoir des temps où on a les temps de palier et les temps de synchro. Et en fait, générer un signal vidéo, ça va juste revenir à compter des points. Alors pour ça, on va programmer un petit circuit qui se décompose en 4 parties. Donc on a d'abord la déclaration du module, ensuite la synchronisation horizontale, la synchronisation verticale et la génération de notre image. Alors, pour déclarer le module, il faut imaginer qu'on est vraiment en train de créer un circuit électronique. Comme tout circuit, vous avez besoin d'une alimentation, d'une masse. Et dans le cas du FPGA, en fait, ça c'est compris de toute façon obligatoirement. Donc, on les ignore. Ensuite, on a aussi besoin d'une horloge. Donc, on a besoin de nos 50 MHz en entrée, d'où le input. On a besoin de nos 2 signaux en sortie pour les envoyer à l'écran, au moniteur.
Donc là, on a output. Et on a besoin aussi de nos 3 signaux rouge, vert, bleu, toujours en output. On a une différence entre wire et reg. La différence, c'est que wire n'a pas de mémoire, alors que reg, en fait, vous avez une mémoire. Donc à chaque fois, on va mettre dans une petite mémoire la valeur de rouge, vert, bleu. Pour générer notre synchronisation horizontale, en fait, on va, comme je vous disais tout à l'heure, on va compter les points. Alors pour du 800-600, en fait, il faut compter jusqu'à 1040. Donc on va de 0 à 800, on affiche notre image. De 800 à 856, on n'affiche plus rien, c'est le fameux palier. De 856 à 976, on déclenche la synchro. Et comme les électroniciens sont un petit poil marrant, ben pour eux, la synchro elle est déclenchée en inverse. C'est-à-dire qu'elle est déclenchée quand on arrive à 0, et pas à 1. Et après, donc, de 976 à 1040, on va retrouver notre palier pour arriver, en fait, et revenir au début. Donc tout ça, comment ça se traduit? Alors, en FPGA, il y a une règle, c'est que vous allez utiliser vraiment juste les ressources qu'il vous faut. C'est-à-dire que pour compter de 0 à 1040, on a besoin en fait de 11 bits, qui permettent de compter de 0 à 2047. Donc on va réserver un registre de 11 bits. Voilà, une petite mémoire de 11 bits. Si vous avez besoin de 173 bits, ben vous allez réserver 173 bits. Vous n'avez pas de limite de 8, 16, 32, 64, 128. Vous faites ce que vous voulez. Vous travaillez vraiment au bit près. Ensuite, on va définir un bloc qui va s'exécuter à chaque fois que notre horloge, en fait, fait un bond. Donc à chaque fois qu'on monte, donc post edge, c'est ce qu'on appelle le front montant. Donc à chaque fois qu'on monte, on va regarder si on est à la fin de la ligne. Si on est à la fin, ben on revient au début. Par contre, si on n'est pas à la fin, ben on continue d'avancer. Toujours en comptant. Et notre signal de synchro horizontal, en fait, il va être déclenché quand on va être entre 856 et 976. Donc pour générer un signal vidéo, c'est vraiment hyper basique. Vous comptez, et quand vous êtes aux bonnes limites, vous déclenchez. Pour la synchronisation verticale, c'est la même chose. On va d'abord se créer un registre de 10 bits cette fois, puisque là on a moins de lignes, que de colonnes. On va attendre d'être en fin de ligne, puisqu'on va compter les lignes. Et quand on est à la 666e ligne, on revient. Quand on n'est pas à la 666e, on continue d'avancer. Et pour la synchronisation verticale, c'est la même chose. Quand on est entre la 637e et la 643e ligne, on déclenche la synchro verticale. Pour le damier rouge et bleu, on va avoir en fait encore un bloc always, donc qui se déclenche à chaque fois qu'on a un tic d'horloge. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier qu'on est dans la zone visible, donc entre 800 et 600. Et ensuite, on va générer nos 3 signaux. Et alors la particularité du FPGA, c'est que vous n'êtes pas dans une programmation itérative, vous êtes vraiment dans une programmation qui va être complètement parallèle. C'est-à-dire que toutes les instructions là vont s'exécuter de façon parallèle. Donc ça ne va prendre qu'un seul cycle d'horloge, là où votre CPU en prendrait plusieurs. Pour faire le damier, là on use d'une petite astuce en fait. Quand vous comptez de 0 à 63, il vous faut 6 bits. Donc quand on est de 0 à 31, le 6e bit, donc le bit 5, est à 0. De 32 à 63, il est à 1. Ça permet de faire en fait des carrés de 32 pixels de large. On fait donc le chapeau, c'est un OU exclusif, avec le 6e bit de la position Y, ce qui permet en fait d'alterner les carrés plutôt que d'avoir en fait une seule colonne. Et on met une tilde juste avant pour faire en sorte que le premier carré soit rouge. Le vert, ben on n'a pas de vert puisque le damier est rouge et bleu, donc on le met à 0. Et pour le bleu, ben c'est la même chose, sauf qu'on n'inverse pas. Et quand on est en dehors de la zone visible, on met tout à 0. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes pas dans un langage procédural. Il faut vraiment vous sortir de l'idée que vous allez pouvoir faire des boucles for, des boucles while. Ce n'est pas du tout le principe. En plus, un bit peut avoir 4 états.
donc le fameux 0 ou 1 que vous connaissez tous, x pour une valeur inconnue, donc par défaut, si vous n'initialisez pas, vous vous retrouvez en valeur inconnue, sauf que quand vous faites x plus 1, bah, ça fait toujours valeur inconnue. Donc, juste en oubliant d'initialiser, vous vous retrouvez en fait avec un programme qui ne fonctionne pas du tout. Et Z, c'est ce qu'on appelle l'impédance haute, donc c'est pour mettre le circuit dans un état particulier. Alors vous êtes aussi responsable des délais de propagation, parce que quand je vous ai dit que tout fonctionnait en parallèle et s'exécutait en un cycle d'horloge, c'est parce que le circuit est suffisamment rapide pour le permettre. Si vous augmentez la fréquence d'horloge, que vous montez à 200 ou 300 MHz, ça se trouve, le circuit ne sera plus assez rapide pour le faire. Mais ça, le compilateur ne va pas vous le dire. C'est à vous de le deviner, c'est à vous de le trouver. Donc, comme je disais aussi au début, bah, générer une image, ça va être très long, donc il va falloir simuler. Et bah, on ne peut pas exécuter tous les codes que vous allez pouvoir générer. Alors, pour générer l'image, il y a une opération qui est un peu fastidieuse, parce que là, on est vraiment au niveau du matériel. Il va falloir aller regarder, en fait, dans la doc, à quelle broche correspond quelle broche. Donc, quelle broche sous le FPGA correspond les broches que vous avez là. Là, ça va, j'en ai que 6. Sur des projets, vous pouvez très bien utiliser toutes les broches. Vous en avez 80 de disponibles. C'est long. À l'intérieur, en fait, une fois que vous avez généré votre image, il va vous réserver, en fait, certaines cellules. Donc quand on zoome, ça donne ce qu'il y a à droite. Et pour le petit projet, comme il est vraiment tout petit, en fait, il a eu besoin de 4 blocs de 8 cellules. Alors pourquoi il les a placés comme ça? C'est parce qu'il a pris en compte tout un tas de choses. Il a pris en compte déjà le délai de propagation du signal, mais il a aussi pris en compte le fait que faire des calculs, ça fait chauffer. Donc il va avoir tendance à éparpiller un petit peu, mais pas trop loin, les différents éléments. Et une fois que vous avez fait ça, bah, là, ça par contre, c'est très rapide. En 2 secondes à peine, vous avez mis à jour le FPGA, et immédiatement, donc vous n'avez pas de boot, vous n'avez rien du tout, vous n'avez pas d'OS, il vous génère votre signal sur votre écran. Alors, là, vous n'êtes pas sur un CPU, donc il va falloir débugger autrement. Quand on est en électronique, qu'on a un circuit, il nous suffit d'une alimentation, d'un générateur de fonctions, donc, enfin, qui va permettre de générer une horloge, et un oscilloscope. Sauf que là, on est en immatériel, donc il va falloir procéder autrement. On va faire ce qu'on appelle des bancs d'essai ou des tests bench. Et les bancs d'essai, en fait, c'est vraiment les tests unitaires. Donc le banc d'essai va instancier notre module, et le résultat va être envoyé dans un logiciel qui s'appelle GTK Wave, qui va jouer le rôle de l'oscilloscope. Tout comme la plupart des tests unitaires, vous allez vous retrouver avec le même langage. Et donc là, on va d'abord générer une horloge, ensuite on va instancier notre module, on va lancer la simulation, et on va même créer un petit compteur. Alors tout d'abord, il faut lui indiquer l'échelle de temps. Là, on va être sur 10 nanosecondes en unité de temps, parce que ça va nous permettre en fait, de générer un signal à 50 MHz. En gros, on a un petit registre donc de 1 bit qu'on initialise à 0, et à chaque unité de temps, on l'inverse. Donc on passe de 0 à 1, 0, 1, 0, 1. Et on crée même, donc on va même générer nous-mêmes la synchronisation horizontale. Pour instancier, ça ressemble plus ou moins à un langage traditionnel. Donc on a un test bench, un banc d'essai donc de simple VGA. On va lui donner une horloge et on va récupérer la synchro horizontale. On a besoin quand même de lui dire qu'on veut récupérer tout ce qu'il va pouvoir générer comme signal, donc poursuivre vraiment l'évolution. Et on va lui dire quand même de s'arrêter. Alors là, il faut faire des calculs. Il faut lui dire donc de s'arrêter à l'unité 1 385 280, donc ce qui correspond à 1/72e de seconde, donc en fait un rafraîchissement d'écran. On va aussi mettre un petit compteur, puisqu'on ne va pas juste utiliser l'espèce d'oscilloscope pour pouvoir voir ce qui se passe.
on va mettre un petit compteur, en fait, qui va compter le nombre de lignes et le temps à laquelle la ligne apparaît. Pour exécuter, donc, il y a Icarus Verilog qui permet de compiler tout ça, de créer donc, un simple VGA underscore TB, qu'on exécute ensuite. Donc ça tourne sur n'importe quelle machine. Il nous dit d'abord qu'il va bien enregistrer tout ça dans un fichier, .vcd, et après il nous affiche la première synchro horizontale, la deuxième, la troisième, jusqu'à la 666e, et à chaque fois il nous indique le temps à laquelle il a généré cette synchro. Donc ça déjà, ça veut dire que toutes nos lignes sont générées comme on s'y attendait. Et ensuite, on peut voir les différents signaux. Alors les différents signaux, quand on regarde toutes les informations, on va d'abord on va voir en fait, notre palier avant vertical, la synchro, et le palier arrière. Tout le reste, en fait, on a des grosses barres, tout simplement parce que les détails sont beaucoup trop fins pour le voir à ce niveau-là. Donc il va falloir zoomer. Donc là, on est au niveau d'une ligne. On voit apparaître la synchro horizontale, avec ces deux paliers, et du coup, on va voir apparaître en fait les signaux de nos carrés. Donc le rouge qui s'alterne avec le bleu. Et si on zoome encore au niveau d'un carré, bah là, du coup, on va pouvoir voir notre horloge, on va être suffisamment proche, on va voir la position X qui augmente, et le signal rouge qui ensuite, à la fin, passe au signal bleu. Donc ça, c'est vraiment un outil qu'on est obligé d'utiliser en simulation et en débugage pour pouvoir s'assurer que le circuit fait bien ce qu'on attend qu'il fasse. Et maintenant, alors, l'une des questions qu'on peut se poser, c'est à quoi ça sert ce machin-là? En fait, ça sert à plein de choses. Alors, initialement, ça servait à tester des circuits électroniques et à mettre au point, par exemple, des microprocesseurs. Mais on l'utilise un petit peu dans pas mal d'industries. Si vous prenez l'Airbus A380, en fait, il en est bourré. Vous en avez un petit peu dans tous les sens, que ce soit sur les systèmes de sécurité, sur les écrans du cockpit, les ordinateurs de vol, vous en avez partout. Le gros avantage, en fait, du FPGA, c'est que ce sont des circuits très fiables, et surtout qui permettent d'avoir des temps de latence très faibles, contrairement à un microcontrôleur ou même à un CPU. Et en plus, on peut les reconfigurer si jamais il y a un bug qui a été détecté. On va aussi le retrouver dans des tables de mixage professionnelles. C'est-à-dire que pour pouvoir mixer en temps réel 32 pistes sur celle-là et faire en plus en même temps des effets, tout en ayant une latence très très réduite, parce que ça aussi, quand vous faites de la sono, si vous avez une latence, c'est pas jouable. On va le retrouver aussi dans les switches Cisco. Donc vous avez pas mal de switches Cisco, donc surtout dans les modèles professionnels, qui embarquent ce genre de circuit, tout simplement parce que, encore une fois, faible temps de latence, grand nombre d'entrées pouvant être gérées, et aussi, il y a souvent besoin de faire des mises à jour. Donc c'est plus facile de mettre à jour un FPGA que de changer un circuit complet. On va le retrouver aussi dans beaucoup d'appareils pour l'imagerie médicale. Donc, par exemple, dans les IRM, vous allez avoir toute une partie qui va récupérer les données brutes, toute une partie qui va aussi traiter l'image une fois acquis. Vous allez aussi le retrouver chez OVH Cloud, parce que le système anti-DDoS d'OVH, en fait, il est basé sur des FPGA. Donc c'est un système qui est capable d'encaisser plus de 10 terabits par seconde d'attaque sur, on va dire, une dizaine, voire une vingtaine de FPGA. Donc c'est voilà, des cartes que vous mettez comme des cartes dans des PC et qui vont permettre d'encaisser toutes ces attaques. Là, après avoir contacté donc, Tristan Groléa, qui s'occupe de cette partie-là chez OVH, donc j'ai appris que leur système mettait à peu près 12 à 24 heures pour être compilé. Donc c'est-à-dire que même s'ils détectent une erreur, corriger une ligne, un chiffre, ça va mettre 12 à 24 heures, sur 10 machines en parallèle. Et vous avez donc, plus à notre niveau, enfin à mon niveau à moi en tout cas, vous avez le projet Mystère qui va utiliser le grand frère de ce circuit-là, donc qui est le DE10 Nano,
qui coûte à peu près 130 € et qui permet d'émuler finement en fait des vieux ordinateurs, des anciens circuits. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui se sont amusées à reprendre les vieux processeurs et à faire en sorte que le FPGA ait exactement le même comportement au cycle d'horloge près. Donc ça vous permet vraiment de pouvoir émuler de façon garantie tous les logiciels qui tournaient autrefois sur ces machines-là. Par où commencer? Alors, pour une vingtaine d'euros, donc tout compris, vous avez ces petits circuits-là, qui sont vraiment des modèles très très simples de FPGA, et que vous allez pouvoir brancher directement sur votre ordinateur. Comme j'ai dit au début, les logiciels de développement des différents fabricants sont gratuits pour ce type de circuit. Donc pour une vingtaine d'euros, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir déjà tâter du FPGA. Alors quelques inconvénients des FPGA, c'est une autre façon de programmer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment sortir de ces petites habitudes et aller vraiment au plus proche vraiment du matériel. Des temps de compilation donc, qui vont être plutôt grands. Du débogage qui n'est pas toujours évident, parce qu'il n'y a pas de débugger. Donc vous ne pouvez pas faire pause sur le circuit pour lui demander de s'arrêter. Un positionnement au niveau du marché qui n'est pas non plus évident, puisque schématiquement, enfin grossièrement parlant, les circuits les plus performants, ce sont ce qu'on appelle des ASIC. En fait, les ASIC, ce sont des circuits intégrés qui ont été conçus pour une tâche donnée. Si vous prenez par exemple le cas de Google, Google a créé ce qu'ils appellent des TPU, donc des Tensor Processing Unit, sont donc des circuits qui sont dédiés à l'intelligence artificielle, mais qui, une fois gravés, ne vont faire que ça. En contrepartie, ils sont ultra performants, que ce soit en termes de vitesse ou en termes de consommation d'énergie. Le gros concurrent en fait, du FPGA, c'est le GPU. Puisque le GPU, vous allez trouver plus facilement des personnes capables de les programmer, et en fonction des cas, des coûts moindres à l'achat. Donc vous avez des petites guéguerres entre FPGA et GPU. Vous allez voir en fait des tests qui vont vous dire « Ah, le FPGA est plus rapide, ah, le GPU est plus rapide ». Ça dépend complètement de l'application, ça dépend complètement des conditions. Et les microcontrôleurs, tout simplement parce que les microcontrôleurs, ça coûte que dalle. Donc si vous avez besoin d'en aligner 50, ça vous coûtera toujours moins cher qu'un FPGA lui-même. Le ticket d'entrée, coût des logiciels, donc si vous êtes vraiment sur du matériel pro, c'est de l'ordre de la dizaine de kilos euros. Le coût des circuits, si vous tapez vraiment dans le pro, c'est pareil. Vous avez les premiers FPGA sur lesquels vous pouvez vraiment vous amuser, vous allez les trouver aux alentours de 100-130 euros. Ceux à partir de 20 euros, vous allez pouvoir, par exemple, faire le petit circuit que j'ai présenté tout à l'heure, mais vous n'allez pas forcément pouvoir faire beaucoup plus. Un écosystème limité, parce que comme j'ai dit, l'open source, c'est peu présent. Vous allez trouver quelques FPGA qui ont été complètement reverse engineerés, sur lesquels vous allez vraiment avoir une chaîne complète, mais sur la plupart, vous n'allez pas l'avoir. Et ensuite, OpenCL n'est pas non plus évident à mettre en œuvre sur ces circuits-là. Par contre, les avantages, c'est que vous allez être vraiment proche de l'électron. Vous avez une très grande flexibilité des entrées-sorties. Pour ceux qui ont fait de l'Arduino ou du Raspberry Pi, vous savez que telle broche correspond à telle fonction, telle autre broche à telle autre fonction. Là, vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment, vous avez une très très grande liberté à ce niveau-là. Vous allez aussi pouvoir mettre plusieurs composants sur un même FPGA, puisque en fait, chaque élément que vous allez mettre dans votre FPGA va être complètement indépendant l'un de l'autre. Consommation électrique aussi, vous êtes sur une consommation qui est largement moindre que celle d'un microprocesseur ou celle même d'un GPU. Puissance de calcul, vous allez pouvoir faire quelque chose d'hyper parallèle. Vous allez pouvoir mettre en place des pipelines, et donc même avec une fréquence de 200 MHz, vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite qu'un i7 dernière génération. La précision du signal aussi, si vous prenez un processeur actuel, au niveau de l'interruption, quand vous appuyez sur une touche du clavier, votre processeur reçoit
une interruption, il doit prendre le temps d'arrêter ce qu'il est en train de faire, de noter dans un coin tout ce qu'il était en train de faire, d'aller chercher la routine qui va gérer l'interruption, de la lancer, que la routine s'initialise, etc. Alors, ça peut paraître en fait quasiment dérisoire sur un processeur ou pour une touche de clavier, mais ça peut être en fait rédhibitoire quand vous êtes sur certains traitements de signaux. Il est reconfigurable à souhait. Et au niveau sécurité, alors là, vous pouvez difficilement faire du dépassement de pile ou du dépassement de mémoire, tout simplement parce que vous allez vraiment utiliser une quantité précise de mémoire, et les différentes mémoires que vous allez utiliser ne communiquent pas entre elles. Et en matière d'offuscation, quand vous livrez une image bitstream, c'est vraiment juste le schéma électrique. Alors pour pouvoir décoder déjà l'image bitstream, c'est pas évident, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de logiciels open source. Et en plus après, pour pouvoir comprendre ce que fait le circuit et comment il le fait, beaucoup plus dur. Voilà, je vous remercie de votre attention.